Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. L'actualité de la semaine écoulée dans notre pays a été marquée par le retour de M. Tebboune, marqué visiblement encore par la maladie. Ce retour est à rebours du protocole républicain qui aurait voulu qu'il soit accueilli avec les honneurs inhérents à sa fonction. L'ensemble du gouvernement était absent et seul le Premier ministre et le chef d'État étaient visibles sur la photo de famille. Il se trouve aussi qu'à la signature de la loi de finances, seuls quelques privilégiés ont eu droit à honorer leur présence. Point de ministre régalien. Parallèlement à ça, beaucoup d'observateurs ont noté l'omniprésence de M. Chingriha, dit la fonction ne justifie en rien sa présence dans des actes de la vie civile et politique du pays. Nous avons observé aussi sur la première personnalité à être reçue par M. Tebboune, fut encore une fois M. Chingriha, alors que cela aurait plus formel et plus logique que ce soit le Premier ministre, M. Jarrad, à être reçu pour lui faire un compte-rendu de la situation du pays, tant sur le plan économique, social et sécuritaire. Tous ces dysfonctionnements révèlent un malaise au niveau de l'État et des institutions. Il est à noter aussi que l'action promulguant la loi portant la révision constitutionnelle y a été signée dans la clandestinité. Il est vrai que l'échec patent du référendum n'engageait pas à l'enthousiasme. Sur le plan sanitaire, M. Belhimar a annoncé que le choix du vaccin serait porté sur nos camarades russes. La logique d'une information aussi capitale aurait dû être du ressort du ministre de la Santé qui aurait répondu aux questions des journalistes. Pourquoi le choix du vaccin russe répondait-il aux normes internationales? A-t-il été validé par des instances internationales? À quel coût? On nage dans le brouillard sur le dos de la santé de nos concitoyens. L'État algérien est défaillant, ses institutions moribondes, un climat économique et social anxiogène, un gouvernement fantoche, un président esselé et malade, ne jouissant d'aucun soutien populaire ni soutien de l'état-major. Voilà en quelques mots à quoi nous destinent ceux qui ont pris en otage le pays. La justice militaire relaxe les 4 inculpés visés par le système Gaïd Saleh et ses acolytes en attendant le blanchiment du général Nzar et de ses 2 co-accusés. Ce simulacre de procès par-delà le droit qui doit être dit en tout lieu et en toutes circonstances renseigne à l'évidence toute la fragilité de l'institution militaire qui a été instrumentalisée à des fins personnelles et surtout pour des enjeux de pouvoir loin des intérêts de la nation. Cependant, sur le plan formel et constitutionnel, le chef de l'État et ministre de la Défense se doit de rendre compte au peuple des décisions prises par le tribunal militaire et éclairer l'opinion nationale sur les enjeux ainsi que les conséquences du verdict prononcé. Le peuple algérien doit-il subir cette justice à 2 vitesses rendue selon que l'on soit puissant ou faible? Ce qu'il est à craindre, c'est que l'armée perde sa cohésion et devienne de manière endogène une armée en crise de moralité, en crise d'engagement patriotique. Le pays a besoin de patriotes au sein de toutes les institutions. Il est temps que cette institution opère sa mutation et se mette au service exclusif du pays pour sa sécurité, sa protection et retrouve les valeurs qui ont permis de réaliser novembre 54.
Rétro-info de la semaine, donc c'est les événements qui ont marqué l'actualité en Algérie cette semaine. On va essayer de revenir sur le choix du vaccin qui a été annoncé bien sûr par Belhima, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Donc il nous a annoncé que le choix était donné pour le vaccin russe. On va revenir donc pourquoi ce choix avec notre invité, docteur Abdelhak Sarrab, qui sera avec nous dans cette émission. On va revenir aussi sur l'événement de la signature de M. Tebboune de la loi de finances et de la Constitution, le blackout sur la Constitution. Ça a été annoncé en même temps que la signature sur la loi de finances. On aura aussi donc l'événement d'aujourd'hui, donc l'acquittement de Toufiq et de Tartag, Saïd Bouteflika, l'acquittement donc qui pose beaucoup de questions sur ce qui a été donc bien sûr annoncé par le feu Gaïd Salah, qui parlait de cette nouvelle Algérie, qui parlait de la Isaba et surtout de Novembaria Badissia. Donc, on aura le plaisir d'avoir dans cette émission Dr Abdelhak Sarrab, médecin analyste politique depuis la France. Il sera avec nous via Skype. Dr Abdelhak Sarrab, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jeudi. Merci pour l'invitation et bonne année à tous les Algériens et à tous les Maghrébins du Grand Maghreb et à tous les Maghrébins du monde entier. Merci à vous, Abdelhak Sarrab. Bonne année à vous. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Belkacem Naïd Salah, un habitué de l'émission, avocat militant des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Oran. Maître Belkacem Naïd Salah, marhaba bik, bonsoir. Meilleurs vœux aussi à vous. Marhaba bik, meilleurs vœux à vous et à l'ensemble de nos concitoyens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et je réitère mes vœux à votre personne ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe. Merci, Maître. On aura aussi le plaisir d'être rejoint par Karim Kebbi, qui est journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Je vais commencer avec vous, Abdelhak Sarrab, directement donc, sur ce choix du vaccin russe. Pourquoi donc le vaccin russe ça a été annoncé par Belhimer que l'Algérie a opté donc, pour le vaccin russe Sputnik 5, je pense. Ou V. Pourquoi ce choix, Dr Abdelhak Sarrab? Oui, Sputnik 5, effectivement, c'est la série des Sputnik. Mot à mot, pour ceux qui parlent russe, Sputnik veut dire satellite. Les satellites artificiels que l'ancienne puissance communiste, l'Union soviétique, lançait depuis 1957 jusqu'à 62. Ils en ont lancé 4. Sputnik 1, Sputnik 2, 3 et 4. Et là, en 2020, ils lancent non pas un satellite, mais plutôt un vaccin, ce qui explique qu'on est passé de la guerre, de la conquête de l'espace qui rentrait dans le cadre de la guerre froide entre les soviétiques et les Américains, on est passé à la guerre des vaccins. Aujourd'hui, il faut que nos amis téléspectateurs sachent qu'il y a 47 vaccins à peu près qui sont en cours d'exploration et d'essais cliniques. Il y a une véritable guerre des vaccins, une véritable géopolitique hyper agressive. On a transformé un problème médical en un problème géostratégique. Les puissances se positionnent. On a les vaccins chinois qui sont au nombre de 5, qui sont en plein essai clinique. On a le vaccin russe, on a le vaccin américain, allemand. Nous autres Algériens, nous avons subi la guerre froide du temps dans les années 50 où on n'était même pas indépendant, on était sous occupation. On a subi la guerre froide dans les années 60, 70, 80 et aujourd'hui nous subissons la guerre des vaccins parce que aussi bien dans les années 60, 70, 80, 90 qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de nous organiser en tant qu'État, avec des institutions, lancer des labos de recherche. Un vaccin est à la portée de tout humain. C'est une question de bon sens et d'organisation. L'Algérie aurait pu avoir son propre vaccin, le vaccin algérien. On ne l'a pas. Et on a opté pour un vaccin russe
parce que nous subissons toujours le bloc Est-Ouest. On est toujours dans cette pensée, on soutient les Russes parce qu'ils risquent de nous soutenir contre le voisin qui va chercher des alliances américaines, israéliennes. On est en train d'entretenir la guerre froide, on fait nos choix en fonction des intérêts des puissances, mais jamais, grand jamais, en fonction de nos propres intérêts, les intérêts algériens. Docteur Salah, vous avez dit on aurait pu avoir notre propre vaccin. Est-ce que vous pensez, avec la situation que vit l'Algérie et surtout le secteur sanitaire que vous connaissez très bien, parce que vous êtes passé par l'Algérie avant de travailler dans des hôpitaux français, comme des milliers d'Algériens, malheureusement, des médecins algériens qui font le bonheur des hôpitaux étrangers. Pourquoi donc on n'a pas pu arriver donc à développer des vaccins, à mettre en place donc un système sanitaire qui est vraiment à la hauteur de notre pays. De l'autre côté, on nous parle, même Tebboune l'avait dit, et là, tous les Algériens rigolaient, ils disaient que notre système était l'un des meilleurs du continent africain et l'un des meilleurs aussi du Maghreb. Et là, on se pose la question, est-ce que ces gens-là sont conscients de la situation de notre système sanitaire? Là, on parle bien sûr du système sanitaire, ou ils sont dans une autre planète? Monsieur Joudi, il n'y a pas de recherche scientifique sans une école sérieuse, ni université sérieuse, ni pensée rationnelle. Tout ça relève de la politique. Il n'y a pas d'école sans politique, il n'y a pas d'université sans politique. L'Algérie a fait un faux départ en 62. Tous nos choix sont des choix erronés. En interdisant la politique en 62, en menant de véritables campagnes de dépolitisation massive de la population algérienne, nous avons marginalisé des générations de compétences. Aujourd'hui, nous vivons sans institutions et donc on ne peut pas avoir une recherche scientifique sans institution. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une recherche sans école, sans université. Il va falloir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire laisser les Algériens vivre, c'est-à-dire faire leur choix, éviter de les infantiliser, les intégrer dans un système, un véritable système politique. La crise algérienne n'est pas une crise de recherche scientifique, c'est une crise politique, éminemment politique. On ne peut pas avoir une recherche scientifique sans une école et on ne peut pas avoir une école sans une vie politique. Abdelhak Sarab, je pense qu'on a un petit souci avec le Skype. Docteur Abdelhak Sarab, on va revenir à vous, restez avec nous. Je vais donner la parole donc à Maître Belkacem Naït Saleh sur cette question. Certes, ce n'est pas sa spécialité, mais le manque de débat, Maître Belkacem Naït Saleh, sur cette question de choix du vaccin. Là, on se pose la question sur l'opacité des décisions qui concernent bien sûr notre pays, notre peuple. La question qui se pose actuellement, c'est la question de l'exclusion d'un élément essentiel de l'équation qui est le peuple. Toujours est-il que depuis 58 ans, on a exclu le peuple de tout débat, on a exclu le peuple de tout ce qui regarde la chose publique. Rien ne m'étonne. On est en train toujours de prendre le peuple pour un ensemble mineur et ça continue. Alors ce n'est pas une question seulement de choix de vaccin, tous les choix qui ont été opérés depuis 62 à ce jour, le peuple a été exclu parce qu'on a mis le peuple sous tutelle. C'est pour cette raison que c'est une autre manière de voir, c'est un autre épisode. Alors la question ne devrait pas se poser parce que la vraie question et la plus fondamentale, c'est la question politique. Pourquoi on exclut tout un peuple de la décision, de la chose publique? Alors, rien ne m'étonne et ça continue. Très bien. Restez avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. On a été rejoint donc par Karim, notre confrère Karim Kbir, journaliste depuis Alger. Karim Kbir,
Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et mes meilleurs voeux, Karim Kebir. Bonsoir, meilleurs voeux à tout le monde et à tous les téléspectateurs. Karim Kebir, le manque de débat qu'il y a eu autour du choix du vaccin, le choix du vaccin qui a été donc révélé par Belhimer, le ministre de la Communication, il n'y a pas eu un débat, il n'y a pas eu de questionnement des journalistes par rapport à ce choix. C'est comme ça ne concernait pas donc la santé des Algériens. Et pourquoi avoir choisi donc ce vaccin? Écoutez, en tout cas, de toutes les façons, depuis le début de la pandémie, on a vu que la gestion de cette crise a été quand même, j'allais dire, monopolisée, ou en tout cas, elle était entre les mains des autorités. Donc, ils ont tout verrouillé pratiquement concernant les informations sur l'évolution de la crise sanitaire. On se rappelle dès le début, par exemple, d'ailleurs il y avait même des gens qui ont été arrêtés pour avoir publié des trucs sur Facebook parce qu'ils considéraient que ça jetait un peu la panique parmi la population. Moi-même, notre journal a été quand même, il a eu droit à un sévère communiqué de la part du ministère parce qu'on avait écrit, on a traité le sujet sur un peu l'échec de la stratégie. Donc, dès le début, tout a été monopolisé au niveau des autorités concernant donc la gestion de cette crise sanitaire. Concernant maintenant le choix du vaccin, je pense qu'au-delà peut-être éventuellement des moyens financiers pour acquérir le vaccin des pays occidentaux, mais je pense qu'il y a un soubassement stratégique qui est lié à l'évolution, en tout cas, un changement de paradigme dans la politique étrangère de l'Algérie, c'est-à-dire que depuis quand même quelques années, on a vu qu'elle a tendance beaucoup plus à se rapprocher, à travailler beaucoup avec les Chinois et les Russes. Vous avez vu, par exemple, la Chine, c'était le pays qui, dès le début de la pandémie, s'était manifesté, en tout cas pour apporter son appui à l'Algérie. Maintenant, pour le vaccin, je pense que c'est un peu dans le prolongement de ce penchant de l'Algérie, en tout cas, qui a eu toujours des relations privilégiées avec la Russie, parce que les échanges, notamment sur le plan militaire, ils sont immenses. On sait tous que l'Algérie importe énormément d'armement de la Russie. Donc, avec l'évolution des rapports de force même dans la région, je pense notamment à ce qui s'est passé entre le Maroc et la normalisation avec Israël, donc le choix des Marocains, en tout cas, d'être plutôt proche des Occidentaux. Donc, forcément, l'Algérie se retrouve un peu dans le côté russe. Donc, c'est un peu on est toujours, d'une certaine façon, dans la guerre froide. Mais peu d'études ont été faites donc, sur les effets secondaires, Karim Kebir, et sur l'efficacité de ce vaccin. Il n'y a pas eu de débat dans ce genre. Oui, mais comme je l'ai dit, parce qu'en tout cas, encore une fois, tout est monopolisé entre les mains des autorités, que ce soit, quand vous dites, concernant le choix du vaccin ou le débat toujours est lié. D'ailleurs, on a vu même quand on a tenté soi-disant de sensibiliser un peu sur cette maladie, on a vu par exemple sur les télévisions, principalement ce sont toujours les clientèles du pouvoir qui sont invitées à développer le point de vue, mais rares sont ceux qui expriment, parce qu'il y a certains, même si quand même il faut leur rendre hommage, il y a certains quand même médecins qui étaient assez courageux, qui ont dénoncé par exemple la gestion, qui ont dénoncé le manque de moyens, qui ont énoncé un peu la désorganisation au début. Donc je pense que tous ceux qui ne s'inscrivent pas un peu dans la démarche des autorités, forcément ils se retrouvent exclus du débat. Donc
Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu tout à fait, hormis quelques voix qui se sont exprimées dans la presse privée, mais tout le reste, pratiquement, c'était des voix qui appuyaient un peu la stratégie des autorités. Donc aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas encore au stade de la vaccination, mais je sais tout de même que au niveau des citoyens, on s'interroge toujours parce qu'ils essaient de suivre un peu ce qui se passe à travers le monde, un peu ce scepticisme qui gagne même dans les pays occidentaux. On a vu quand même certaines populations qui sont hésitantes pour aller à la vaccination. Donc, on n'est pas à ce stade chez nous, mais les interrogations tout de même sont soulevées auprès des gens, particulièrement justement, comme vous le dites si bien, Nassar, sur le fait que l'Algérie ait choisi le vaccin russe au détriment des Anglais, des Américains ou encore des Français. Très bien. Karim, si on revient un peu sur, bien sûr, on est en train de parler des événements qui ont marqué un peu donc l'actualité de notre pays cette semaine, et surtout donc sur cette photo qu'attendaient peut-être les Algériens, et surtout les journalistes. Donc cette signature de la loi de finances, là on se pose bien sûr des questions. La constitution, la nouvelle constitution a été signée, mais il y avait un blackout total sur cette signature de la constitution. On l'avait juste révélé au moment de la signature donc de la loi de finances que la constitution a été signée. Que cela signifie pour vous, et quelle lecture peut-on faire, Karim Kebir, sur ces événements? Écoutez, moi je pense que c'est-à-dire au-delà de cette culture par rapport au régime algérien, qui est un régime qui est bâti sur l'opacité. Vous savez tous que nous sommes, on fait partie parmi les régimes les plus opaques au monde. Donc, c'est-à-dire la transparence n'est pas dans notre ADN. Donc, tout a été entouré de secrets. Ils n'ont pas l'habitude ni la tradition de communiquer, sauf lorsqu'ils sont un peu forcés, comme pendant la période de Bouteflika. Donc, on n'a pas beaucoup communiqué, et on a vu aussi le ratage de la communication lorsque la rumeur a enflé, il a été véhiculé sur les réseaux sociaux et les gens commençaient à spéculer. Ils étaient dans l'obligation un peu de démentir. Donc on a vu les ratages au niveau de la communication officielle. Mais en même temps, je pense que c'est parce qu'à l'intérieur du régime, il n'était pas, vous savez tous, tout de même, pour une maladie, personne ne peut prédire l'évolution de la situation. Donc, le diagnostic. Exactement. Donc, ça a rajouté un peu cette opacité, et en même temps, le régime était, je pense, de mon point de vue, qu'il était dans le point d'envisager le plan B, c'est-à-dire d'envisager tous les scénarios pour pallier à toute mauvaise surprise. Donc, c'est pour ça Est-ce que vous pensez qu'on a forcé la main donc à Tebboune, surtout qu'il y avait un délai pour cette loi de finances, il faut qu'elle soit signée, sinon tout était bloqué au niveau du budget. Et est-ce que vous pensez qu'on a forcé donc le retour de Abdelmadjid Tebboune, alors qu'on le voyait dans le peu d'images qu'on a vues de lui, qu'il était encore très affaibli par sa maladie? Je ne pense pas qu'on lui ait forcé la main, parce que cela suppose que Tebboune a suffisamment de manœuvres et de puissance pour agir. On connaît tous les circonstances dans lesquelles il a été élu, donc forcément il n'a pas le pouvoir suffisant pour agir à sa guise. Donc, moi personnellement, je pense que les choses se sont passées le plus normalement du monde. La seule inconnue, c'est qu'il n'était pas encore tout à fait sûr de voir comment ça pouvait évoluer, sa situation, son état de santé. Donc, mais à partir du moment qu'il s'est rétabli, donc le plan initial qu'ils ont tracé, parce que je pense que parfois on s'égare un peu dans le fait que dans le régime, il
s'étripent ou se font la guerre, mais ils arrivent en tout cas de trouver des compromis quand il s'agit de sauver le système. Donc c'est ce qui a été fait. Donc je pense que c'est à partir du moment où il s'est rétabli, donc forcément ils étaient dans la poursuite de leur feuille de route. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent aussi la moduler en fonction de l'évolution de la situation? Probablement. C'est à mon avis, c'est dans ce sens qu'il faut inscrire un peu le retour de Khaled Nazar et de la libération qui a eu lieu aujourd'hui. De Toufiq Tartal. Voilà. De l'acquittement. Donc voilà, on va essayer de revenir sur, on va essayer de faire le lien. C'est très important, Karim. Restez avec nous. Mais je vais revenir à Dr Abdelhak Sarrab. Dr Abdelhak Sarrab, sur ce retour de Abdelmajid Tebboune, la signature de la loi de finances. On a vu Abdelmajid Tebboune, bien sûr, très affaibli, très fatigué par donc la maladie, mais aussi beaucoup de détails. Et l'un des détails, c'était son pied qui avait un genre de plâtre. Donc, on s'est posé des questions. Qu'est-ce que ça a à voir avec le coronavirus, Dr Abdelhak Sarrab? Monsieur Joudi, si vous permettez, avant de parler de Monsieur Tebboune, j'aimerais bien revenir au choix de Sputnik 5. C'est un choix beaucoup plus politique qui se rapporte à la situation au sein du Maghreb. Le Maghreb qui a failli, le Maghreb qui a raté la possibilité de fédérer, de créer le grand Maghreb fédéral, rêvé par Farhat Abbas, par Mohamed El-Khamis, par Bourguiba. Rappelez-vous, le sommet d'avril 1958, le sommet de Tanger, quand Farhat Abbas a rencontré à Tanger, Farhat Abbas, au nom du FLN, libérateur de l'Algérie, rencontre le représentant de Mohamed El-Khamis et de Bourguiba, et ils initient ensemble un projet de Grand Maghreb avec comme projet et comme idée la libération de tous les territoires maghrébins et la création d'un Grand Maghreb fédéral avec des complémentarités politiques, économiques, culturelles et avec même une possibilité de défense militaire commune maghrébine. On a failli pendant 58 ans, on n'a pas bâti ce grand Maghreb rêvé par Farhat Abbas, par Mohamed El-Khamis et par Bourguiba. Aujourd'hui, les Marocains font appel aux Israéliens et aux Américains. L'Algérie ne pouvait pas choisir un autre vaccin que le vaccin russe. Ça relève de la sécurité, ça relève de la politique, ça relève de la géostratégie. Et donc, c'est un choix non pas médical, mais plutôt politique et sécuritaire et géostratégique. Et ça prouve que le Maghreb a raté un événement essentiel, l'événement de bâtir des États démocratiques. Et puis, la deuxième phase, c'est de bâtir un Maghreb fédéral. Maintenant, revenons à M. Tebboune. On sait tous que quand un président algérien se déplace d'Alger vers une région algérienne, il y a tout un protocole. On nous montre le président debout avec le Nashid El-Ouattani au départ d'Alger, à l'arrivée à la région en question. Après, on nous le remontre quittant la région qu'il a visitée. Nashid El-Ouattani, il prend l'avion, il revient à Alger, quatrième Nashid El-Ouattani, et ainsi de suite. Si on ne nous le montre pas descendre de l'avion, si on nous le montre depuis plusieurs jours maintenant et à plusieurs reprises, assis, c'est que M. Tebboune, malheureusement, il ne peut pas se mettre debout. Quelqu'un qui a été intubé, ventilé, sédaté et curarisé pendant 4, 5, 6 semaines, et voire même peut-être 8 semaines, il a ce qu'on appelle l'atrophie musculaire. Les muscles deviennent tout petits. Quelqu'un qui fait des exercices physiques, il a ses muscles qui deviennent volumineux. Quelqu'un qui est allongé, qui ne bouge pas, ses muscles s'atrophient et quand il les sollicite pour se mettre debout, il n'arrive pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, on voit M. Tebboune assis. Maintenant, pour ce qui est de... Et pourquoi il n'a pas mis de masque, Dr Abdelhak Sarrab? Parce qu'on a vu même les personnes qui étaient autour de lui, on se posait la question, il n'y avait pas de distanciation qu'il fallait donc avoir par rapport donc aux mesures de distanciation par rapport au coronavirus. On les voyait très proches, ils ne portaient pas de masque et même quand il y avait cette rencontre avec Chingriha, il avait son masque, mais Abdelmajid Tebboune, il n'avait pas son masque. Je n'ai pas le dossier médical de M. Tebboune, mais tout ce qu'on sait, et les gens qui l'ont côtoyé parlent d'une personne qui fume beaucoup.
un grand tabagique, et donc il est probablement ce qu'on appelle un BPCO. Il a une bronchopneumopathie chronique obstructive. Quelqu'un qui a une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est atteint de Covid, qui a été en réanimation, quand il sort, il a du mal à respirer. Si vous mettez à quelqu'un qui a du mal à respirer un masque, vous aggravez sa situation. Donc il ne peut pas supporter le masque, à mon sens, et c'est pour ça qu'il ne le mettait pas. Et donc, à la signature de la loi de finances, on ne pouvait pas montrer un président assis. Ça porte atteinte au régime. Un président, il est tout le temps debout, il serre la main, il bouge, il donne des ordres, des directives. Déjà, la position assise porte atteinte au régime. Si en plus, on le montre avec des lunettes, on parle d'oxygène à lunettes, on lui met de l'oxygène pour qu'il puisse respirer, et on met un masque. Donc, il va être. C'est une image qui risque de porter atteinte au régime. Donc, le régime préfère montrer un président sans masque, qui arrive quand même à respirer, bien qu'il soit assis. Et c'est pour ça qu'ils ne nous l'ont pas montré la deuxième fois, quand il a signé ce qu'on appelle le décret pour se rapportant au référendum qui se rapporte à la Constitution. Donc, on ne nous l'a pas montré une deuxième fois. Vous savez, quand un président de la République, c'est une image. Et le régime a subi en montrant un homme affaibli, assis, donc il ne voulait pas se faire mal une deuxième fois. C'est ça le problème de l'Algérie. On est sorti d'un Bouteflika malade, on est arrivé à une autre phase, la phase de l'Algérie nouvelle, malheureusement avec un président malade. Très bien. Abdelhak Sarrab, restez avec nous, je reviendrai à vous. Belkacem Naïd Saleh, je vais revenir sur cette question avec vous. Donc, on a vu le retour d'Abdelmajid Tebboune. Certes que ça suscite beaucoup de questions par rapport donc, à son état de santé. On a entendu Abdelhak Sarrab. Aussi, est-ce qu'il a ces capacités donc, physiques pour qu'il puisse continuer donc, son mandat et continuer ses fonctions? Et on se pose la question aussi de cette photo où on a vu Chingriha autour de M. Abdelmajid Tebboune lors de la signature donc, de cette loi de finances. Et on se pose la question pourquoi Chingriha était là? Pourquoi donc, alors que ça concerne bien sûr le budget d'autres ministres, mais pas Chingriha. Est-ce qu'on a Belkacem Naïd Saleh? Oui. Belkacem Naïd Saleh, est-ce que vous êtes avec nous? Vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, je vous ai entendu. La question qui doit être posée est précise et précisée. Ce qu'il faut un petit peu voir le débat dans son ensemble. Le pays vit une crise politique, alors de grâce, on ne va pas arrêter à telle photo ou à une autre photo. Dans chaque pays, il y a une autorité politique. Je pense que pour éviter toute paralysie des rouages de l'État, M. Tebboune est retourné pour signer la loi de finances. Concernant la Constitution, je pense que maintenant on est rentré dans une phase un peu cruciale, c'est les nouveaux aménagements d'un ordre politique nouveau. Ces aménagements, elles se font au sein du système parce que le système veut éviter tout scénario vu le poids que pèse le pouvoir réel. La question, comment doit-on s'en sortir? Maintenant, tout le monde essaie d'éviter, tout le monde n'a pas de vision, on essaie d'éviter, on nous ramène dans des discussions stériles qui ne feront rien avancer, ni du débat politique, ni de la situation politique du pays, ni des grands enjeux de la société. Alors, le débat qui doit être, comment doit-on s'en sortir de cette situation un peu chaotique qui va nous mener vers un désastre? Personne n'est apte à donner. Tout le monde y va de son interprétation, tout le monde y apporte sa polémique, alors que le pays vit une crise économique grave, vit un échec patent sur le plan politique. Ça fait 2 ans
que l'Algérie tourne en rond et on n'a pas cette intention, ni aucune vision, ni proposée afin comment s'en sortir. Je pense qu'au sein du vrai pouvoir, il y a une réalité on est en train de liquider l'héritage de l'ex-feu chef d'état-major. On est en train de liquider cet héritage, cette manière de faire, cette vision des choses. Alors, on essaye par tous les moyens essayer de ramener l'ensemble du système à une nouvelle réconciliation. Mais la vraie question, c'est comment il doit faire et avec qui peut-il continuer à ignorer le peuple? J'en doute. Au sein du pouvoir réel, la notion du changement, elle est évidente. Le changement, il y aura un changement. Dans quel sens? Comment il devrait se faire? Qui a l'initiative? Et selon quel agenda? Là, les questions. Peut-on continuer à ignorer le peuple? J'en doute fortement. Parce que la réaction du peuple, elle va être inimaginable, bien qualifiable. Nous avons toujours appelé à une réconciliation et un compromis historique qui mènera le pays vers un partage du pouvoir entre le pouvoir réel et la société algérienne. Ça veut dire le peuple. Le peuple ne peut être ignoré ni peut être exclu de l'équation. C'est pour cette raison que je pense que dans les prochains mois ou les prochaines semaines, il y aura de nouvelles initiatives, il y aura de nouveaux aménagements, de nouveaux repositionnements, parce que vous avez qui a son propre orgueil, qui a toujours décidé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il essaiera de donner les clés du pays à de l'aventurisme. Les deux parties ne sont pas encore sortis du choc de 1992. La société, le peuple, comme le pouvoir réel, nous ne voulons plus des apprentis sorciers et le peuple en a marre de tout aventurisme. La vraie question... Maître Belkacem Saleh, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais revenir sur ces initiatives dont vous avez parlé, est-ce que ces initiatives vont au sens des revendications du peuple algérien? Comme vous l'avez dit, le régime étant en train de se réconcilier. Ça veut dire ces aménagements qu'on est en train de voir, c'est pour sauver le système. Et dans ce cas-là, la situation dont vous avez parlé, le constat dont vous avez parlé sur la gravité de la situation, non seulement économique mais aussi politique, elle va s'aggraver. Belkacem Saleh? Oui. Est-ce que vous m'avez entendu? Allô? Est-ce que vous m'avez entendu, Belkacem Saleh? Oui, je vous ai entendu. Personne n'a le choix. Si vous sauvez le pays, personne n'a le choix. Que ce soit l'autorité politique, que ce soit le pouvoir réel, que ce soit le peuple. Personne n'a le choix d'autre que de mener ce pays vers un désastre. Et le désastre, maintenant, il est visible. Et il y a une crise économique. Personne ne peut faire abstraction de cette crise économique qui touche tout le monde, qui touche toutes les couches, qui fait avancer à une vitesse inqualifiable vers la pauvreté, l'exclusion, la précarité. Et qui assurera après? Personne. Alors, il faut ramener le débat aux fondamentaux. Il faut y aller maintenant vers le compromis historique. Ce compromis historique mènera au partage du pouvoir. Et je pense que le pouvoir réel a compris qu'il ne pouvait pas faire abstraction cette fois-ci du peuple. C'est pour cette raison qu'il faut aller de l'avant, il faut vers la réconciliation, il faut proposer. Et comme les gens, la majorité de ces boutiques de politicards et de cette fourberie généralisée, tout le monde essaie d'éviter de poser la question, de répondre à la question de la vision. Le pouvoir réel n'a pas de vision réelle pour s'en sortir. Le peuple n'a pas encore de vision réelle. Il y a un clivage. Alors restons-y et regardons le désastre et l'échec venir. Très bien, restez avec nous. Nous parlons d'un État. Nous ne sommes pas en train de parler d'une boutique ou d'une association, je ne sais quoi. Nous parlons d'un pays. Si le pays
arrive à un point de non-retour, nous pouvons se plaindre que nous-mêmes, que ce soit le pouvoir réel ou le peuple. Alors, très bien. Maître Belkacem Naït Saleh, je vais vous faire écouter Sabri Boukadoum, le ministre des Affaires étrangères, donc sa déclaration aujourd'hui. Lui, il voit les choses autrement et différemment par rapport à votre vision. Après, je vais passer la parole donc à Karim Kebir. On écoute Sabri Boukadoum, le ministre des Affaires étrangères. الرئيس والحمد لله هو رجع للبلد وستكون الوتيره يعني نزيدوا نعلوا في السرعه في الرد على والتحدي والرد على جميع التحديات التي نواجهها اليوم. يعني الوزير شوفوا انه الوزير الاول المغربي تمادى نوعا ما في التعدي مع الجزائر وخرج كافه فرص. مانيش عارف ما سمعتش ما على باليش بهذا التصريح. لا والله ما اعرف لا اعلم. ولكن ولا واحد ولا اي وزير اول ولا رئيس في الخارج يعني ممكن يسيء باي طريقه ما للجزائر. ليس لا خوف ولا لازم يكون هكا. الجزائر لا يخاف من هذه التحديات ابدا من اين كانت. تحركات مخيفه نوعا ما العدو الصهيوني على بعد امتار من الحدود الجزائريه في حين ما تخافوش عندكم جزائر قويه ما تخافوش جيبكم الحمد لله. Karim Kebir, Sabri Boukadoum, on est prêt donc à tous les défis, l'Algérie est prête à tous les défis, mais la situation elle n'est pas aussi facile pour notre pays dans tous les sens. Quand on entend les déclarations de Sabri Boukadoum, on se dit qu'est-ce que lui il connaît et que le peuple ne connaît pas. Bon, écoutez, lui, en fait, il est dans son rôle, donc il est quand même il tient un poste de souveraineté. C'est quelqu'un qui forcément il va développer ce genre de discours. Rappelez-vous un peu Ramadan Lamamra aussi. En fait, c'est dans le rôle de développer ce genre de discours, mais au niveau interne. Mais est-ce que ce n'est pas de la fuite en avant, Karim Kebir? Est-ce que ce n'est pas un déni de réalité quand c'est tout le monde qui dit que la situation est très difficile pour notre pays, qu'elle soit économique, sociale et même politique, qui est à la source si on peut dire, de toutes les crises. Mais je vous ai dit que c'est dans l'ADN du pouvoir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est dans leur culture. Mais bien sûr, il y a un déni de la réalité. Mais je vous dis, c'est dans leur rôle. En tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils pensent un peu, essayer de convaincre. Mais en vérité, la réalité des choses, justement, c'est que tous les discours qu'ils ont développés depuis combien d'années sur la santé du pays, mais cela n'a pas empêché l'éruption du mouvement populaire en février 2019. Donc eux, ils sont dans cette attitude un peu de déni, mais en vérité, il faut poser la question inverse, est-ce que les gens les écoutent? Est-ce que les gens les croient? Mais de mon point de vue, je ne le pense pas. Et c'est ça le plus grand défi justement pour ce régime. Moi, je vous dis, si eux, ils sont obsédés par reconstituer ce système, mais en tout cas, ils sont condamnés à le relooker, ils sont condamnés à changer certains paradigmes. Comment et à quel rythme? Est-ce qu'on peut, excuse-moi Karim, est-ce qu'on peut considérer, vous parlez de relook, est-ce qu'on peut considérer que l'acquittement de Toufir, de Tartag et de Saïd, le retour de Nazar, c'est ce genre de relook qui va sauver le régime? En tout cas, eux, parmi eux, quand ils essaient d'approcher en tout cas la crise ou comment s'en sortir, je pense qu'ils ont besoin, pour eux en tout cas, ils pensent qu'ils ont besoin du savoir-faire de ces gens-là qui étaient dans
dans les rouages du régime. N'oublions pas que Tawfiq ou Khaled Nazar, ils étaient assez puissants. Et puis, donc aujourd'hui, forcément, peut-être pour la survie du régime, peut-être qu'ils estiment qu'il est judicieux d'essayer de les associer pour envisager un peu la suite. Parce que, comme je vous l'ai dit, autant ils ont l'obsession de sauver ce système, mais en même temps, ils savent que le fonctionnement tel qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui et face aux immenses défis qui se posent au pays, ils sont condamnés à changer les paradigmes. Mais comment, à quel rythme, avec quels acteurs, comment approcher la crise, ça, nous ne savons rien pour le moment. Mais je suppose qu'au sein du régime, c'est ça leur hantise. Parce que leur plus grand défi, c'est comment récupérer la confiance des Algériens vis-à-vis des institutions. Parce qu'aujourd'hui, le système travaille dans une rive et les Algériens sont de l'autre côté. Et le plus grand message qui était éloquent, il a été donné lors du dernier référendum. Donc ils savent qu'il y a beaucoup de défis qui les attendent. Il y a ce défi sanitaire, il y a sur le plan économique, il y a un problème d'argent. Peut-être ils seraient condamnés à aller à l'endettement extérieur. Ils savent qu'ils n'ont plus, les Algériens ne leur font pas confiance, donc il y a une grave crise de confiance. Ils savent qu'aussi il y a des problèmes au niveau sécuritaire, donc ils ont besoin de mobiliser cette population, ce front interne dont ils ont besoin. Mais ce front, ils ne peuvent le constituer qu'en rétablissant cette confiance. Et tout ça, ils le savent très bien. Mais comment, quels sont les remèdes qu'ils entendent préconiser? Ça, personne ne le sait pour le moment. La seule chose dont nous savons, dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier le système. Donc ils veulent changer, mais probablement à leur rythme, à leur manière, avec les acteurs qu'ils veulent accepter. Et est-ce que vous pensez que continuer à essayer de sauver le système peut coûter cher pour notre pays, surtout que vous avez parlé de front interne et beaucoup dans Jarrah et compagnie ont parlé de renforcer de ce front interne pour essayer de faire face à ces menaces. Est-ce que vous pensez que la stratégie des régimes d'essayer de manœuvrer, d'essayer de trouver des solutions pour sauver le système peut graver la situation en Algérie? Absolument, c'est ça le plus grand risque. Moi, personnellement, je redoute que dans cette obsession de chercher à sauver le système, ils vont entraîner le pays dans une situation inextricable. Déjà que la situation est très très difficile aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec le problème économique, la situation quand même très difficile dans laquelle vivent les Algériens, qui a été aggravée par la pandémie, et puis vous avez les défis sécuritaires, le problème politique qui n'a pas été réglé, parce que tout ce qu'a posé le Hirak, en fait, nous n'avons pas avancé un iota. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il va falloir régler. Mais encore une fois, je crois que le fait qu'il libère l'ancien patron du renseignement, enfin moi je ne suis ni un partisan mais je suppose aux yeux du régime qu'il a un savoir-faire pour contribuer à dépasser cette crise. Mais encore une fois, les défis sont immenses et ils sont condamnés d'une certaine façon à changer. Ils sont condamnés à trouver la recette. Mais comment, avec qui, dans quel rythme, nous ne savons absolument rien. Mais ça sera très très difficile pour eux. Mais si jamais ils maintiennent cet entêtement et cette obsession à vouloir sauver le système, mais tout en gardant les mêmes méthodes d'avant, c'est-à-dire s'entourer d'une clientèle intéressée, de continuer à empêcher les Algériens de s'organiser, d'infiltrer les organisations, d'empêcher
c'est-à-dire d'entraver les libertés, d'empêcher les Algériens, les organisations d'être autonomes, et tout ça, je pense qu'ils vont tout droit au mur. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Abdelhak Sarrab, je vais revenir vers vous donc, sur cette situation politique, l'acquittement de Toufik et compagnie. Comment peut-on le lire, Abdelhak Sarrab, surtout que Karim Kbir a parlé de l'entêtement du régime donc, à se refaire une santé, à se resserrer face à ces défis, face donc, à ces menaces. Mais cela peut être au détriment de notre pays. Moi, je pense que c'est à visée d'arbitrage que M. Khalnezar et M. Toufik ont été libérés. Rappelez-vous bien, les décideurs d'aujourd'hui, le pouvoir réel aujourd'hui, est composé d'officiers supérieurs qui étaient sous les ordres de M. Toufik et de M. Khalnezar. Donc, le clan étant divisé, il y a plusieurs clans aujourd'hui qui se tirent dans les pattes. Certains sont pour le 5e mandat sans Bouteflika, d'autres veulent destituer M. Tebboune, d'autres encore pensent à ouvrir un débat avec le peuple algérien pour aller une fois pour toutes vers un État civil. Moi, je suis persuadé qu'au sein des décideurs, il y a des jeunes officiers légalistes qui veulent remettre le pouvoir au peuple algérien. Donc il y a 3 clans. Je pense que ces 3 clans ont besoin d'arbitrage et ils ont libéré donc Toufik et Khalnezar dans ce sens-là. Ceci est dit, nous perdons beaucoup de temps, M. Joudi. L'opposition dans son ensemble continue à subir les actes du pouvoir. Nous devons, à mon avis, aller vers une certaine maturité politique et prendre l'initiative. Que M. Khalnezar soit libéré ou pas, que M. Toufik soit libéré ou pas, en quoi ça intéresse les Algériens? Moi, je pense que nous avons besoin de 2 objectifs. Bâtir un État en Algérie et bâtir un grand Maghreb dans la région. Ces 2 objectifs ne peuvent être atteints que si l'opposition algérienne s'organise. Il va falloir qu'on aille vers une conférence nationale inclusive où tout le monde sera invité et on mettra tous nos problèmes sur la table et on va les débattre ensemble et on va mettre au point une charte, une sorte de charte de conduite, une sorte de code. En 91, M. Chedli Benjdid a initié un projet de démocratisation, mais il a oublié une chose, il n'a pas mis des balises. Il fallait mettre des balises pour que ce processus aille le plus loin possible. On n'a pas fait ça, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Il va falloir qu'aujourd'hui, les différentes tendances, il y a plusieurs tendances idéologiques et politiques, mettent au point une charte, un ensemble de codes qu'ils s'engagent à respecter et on va ensemble vers le pouvoir et il faut qu'on débatte avec le pouvoir. La solution, elle doit se faire soit contre l'armée, soit avec l'armée. Et puisqu'on n'a pas les moyens de bâtir une armée qui va rentrer en conflit avec notre armée, ça serait du suicide et ça serait de la folie. Donc le changement, il se fera avec l'armée. Il y a une tendance au sein de l'armée qui est légaliste. Elle veut restituer le pouvoir au peuple. Sauf que vous n'allez pas me dire que M. Toufik et M. Khalnezar ont des convictions idéologiques. Ces gens, pendant 60 ans, ils ont pris une grande partie de l'argent du peuple algérien, ils les ont mis dans leur poche. Et il va falloir, si on veut aller vers un changement, que l'opposition comprenne qu'un changement pacifique, il ne peut jamais être radical. Un changement pacifique est pacifique parce qu'il protège au moins une partie des privilèges de l'ancien régime. Si vous dites à M. Khalnezar, gardez votre grande villa, gardez votre argent, gardez vos comptes, gardez vos femmes, gardez nos terrains, il va rentrer chez lui. Il n'y a pas d'autre solution. C'est des gens qui ont pris et ils ne veulent pas restituer ce qu'ils ont pris. Il n'y a pas de conviction idéologique. On va parler avec le clan qui pense à l'avenir de l'Algérie, le clan légaliste. Là, on peut créer un État mixte à la fois fait de politique et de militaire, et on va vers une transition de quelques années, et l'armée se retirera progressivement
de la vie politique tel qu'il a été vécu en Turquie. Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait, Erdogan? Il a joué sur deux composantes. Il s'est adressé à l'Europe pour leur dire laissez-nous adhérer à l'Europe. Il savait d'avance que l'Europe n'accepterait jamais 70 millions de musulmans turcs au sein de l'Europe. Que fait l'Europe? Elle lui demande d'aller démocratiser son pays avant l'adhésion de la Turquie au sein de l'Europe. C'est une façon de l'envoyer à la gueule du loup, c'est-à-dire allez vous faire bouffer par les militaires. Mais lui, il ne s'est pas adressé aux militaires pour leur dire venez les Khalnazar de Turquie, venez les Toufirs de Turquie, on va démocratiser. Les Khalnazar de Turquie, ils sont comme les Khalnazar de chez nous. Ils ont pris, et ils ne veulent pas restituer. C'est des primitifs. Il s'est adressé au clan. Mais Abdelhak Sarrab, est-ce qu'il y a une volonté de ce régime, même un clan de ce régime, d'aller vers donc, ces réformes voulues par le peuple algérien, la construction d'un État de droit et de liberté, de démocratie. Vous avez parlé de l'expérience de Chadili Rabbi Rahmou. On a vu, on est en train de parler aujourd'hui de l'acquittement de Toufir, du retour de Nazar, qui était responsable donc, de cette ouverture qui avait donc ramené une nouvelle constitution, un multipartisme. Le peu de temps qu'on a connu donc cette ouverture, après vous connaissez la suite, Abdelhak Sarrab. Oui, il va falloir baliser le parcours. Un projet de démocratisation est un parcours. On ne va pas dans tous les sens. Il faut redéfinir le rôle de chacun. C'est quoi le rôle de l'armée dans un système démocratique? C'est quoi le rôle de la religion dans un système démocratique? Mais je pense qu'il y a, Abdelhak Sarrab, oui. Je pense s'il y a une volonté de ce régime d'aller donc vers une construction, d'aller vers des réformes, je pense qu'il y aura toujours des mécanismes. C'est pas ça je ne pense pas qu'il y a un problème de mécanisme pour les mettre en place, pour essayer donc de mettre en place un pays plus ou moins fonctionnel et un État démocratique. Reste avec nous, Abdelhak Sarrab. On va essayer de donner la parole à Maître Belkacem Naïd Saleh. Je vais revenir à vous, Abdelhak Sarrab. Maître Belkacem Naïd Saleh, donc, quand on voit l'évolution des choses en Algérie, le retour de Nazar d'un côté, l'acquittement de Toufir de l'autre côté, on se pose la question, les Algériens se posent la question, est-ce que vraiment ce régime est en train de se réconcilier avec lui-même, vous l'avez dit, pour essayer donc de s'en sortir de ce gouffre, de cette crise, mais il ignore tout un peuple et on ne peut pas gérer un pays sans la volonté ou sans l'adhésion du peuple algérien. Belkacem Naïd Saleh, est-ce que vous m'entendez, Belkacem Naïd Saleh? Est-ce qu'on a un petit souci avec le téléphone? Belkacem Naïd Saleh, je pense qu'on l'a perdu, on me dit. Belkacem Naïd Saleh, est-ce qu'il est toujours avec nous? On vous entend très très mal, maître. Allô? On va essayer de revenir, on va essayer de le rappeler si c'est possible. Je donnerai Abdelhak Sarrab, je vous rends un peu la parole. Vous m'avez entendu, donc vous avez entendu la question. Certes, ce n'est pas facile à réaliser ce que vous êtes en train de dire, Abdelhak Sarrab, s'il n'y a pas vraiment une volonté de ce régime d'accepter qu'il faut qu'il y ait un changement. Croire, Monsieur Joudi, que le régime est uni. Si le régime libère Khaled Nazar et Toufir, c'est parce que justement il y a des clans. Et ils les ont libérés à visée d'arbitrage. Ce sont leurs aînés. Les gens qui décident aujourd'hui étaient, il y a 20 ans, sous les ordres de Khaled Nazar et de Toufir. Donc on fait appel
à son ex-chef pour qu'il fasse des arbitrages. Donc il y a plusieurs tendances et c'est une chance historique pour le peuple algérien. C'est là où nous devons faire de la politique. C'est là où nous devons accéder à une certaine maturité politique. La politique, c'est aussi les alliances. Si au sein des clans décideurs, il y a un clan qui croit en l'Algérie politique, l'Algérie de Farhat Abbas, de Abben Ramdan, pourquoi pas? Pourquoi pas une telle alliance entre l'opposition démocratique dans sa diversité et le clan du régime qui croit en une Algérie politique. Très bien, restez avec nous, Abdelhak Sarrab. On va donner la parole on va donner la parole à Badr Din Guelfa, qui nous a rejoint, ancien cadre du FIS, qui est avec nous depuis Annaba. Badr Din Guelfa, marhaba bik, bonsoir. بدر الدين قرفة وي تفضل سي بدر الدين مرحبا بك تفضل وسهلا تحية لكم ولكل Je pense qu'on a un petit souci de téléphone malheureusement. La connexion est très mauvaise apparemment. Je ne sais pas si on a avec nous Maître Belkacem Naït Saleh. Maître Belkacem Naït Saleh? On n'a pas Maître Belkacem Naït Saleh. On a perdu aussi, on me dit Karim Kebir. Abdelhak Sarrab, je vais revenir à vous. Vous êtes en train de dire qu'on peut arriver donc à ce compromis historique, mais beaucoup d'expérience aussi nous laisse dire que ça serait difficile de trouver un régime qui est en train de tout faire pour essayer de continuer sur sa feuille de route. Et comment peut-on trouver donc ce compromis historique avec un régime qui s'entête et qui se dit, qui dit aux Algériens, moi j'ai ma feuille de route, on est en train de voir ces pratiques quand on met des jeunes en prison, quand on met des journalistes en prison. On se demande comment peut-on arriver à un certain compromis. Alors de l'autre côté, on est en train d'acquitter des généraux qui étaient responsables d'un moment historique très douloureux de notre pays. Votre sentiment, Abdelhak Sarrab? Monsieur Jeudet, le régime est en difficulté. Le problème, il ne réside pas au sein du régime, il réside au sein du peuple algérien. Il faut que les élites algériennes, qu'elles soient politiques ou intellectuelles, s'organisent. Une organisation basée sur la tolérance, sur les complémentarités, que toutes les tendances idéologiques et politiques se voient lors d'une conférence inclusive et qu'on mette au point un certain nombre de principes et on s'engage à les respecter. Par exemple, le caractère républicain de l'État algérien. Par exemple, la liberté du culte. Par exemple, l'égalité homme-femme. Par exemple, l'alternance pacifique. Par exemple, la séparation des pouvoirs. Je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui refuse ce genre de choses. Si on se met d'accord sur ça et on s'organise et on fait un appel à la nation algérienne pour qu'on s'unisse. Moi, je suis persuadé qu'au sein du régime, il y a certes des radicaux qui partiront jamais et qui voudront jamais partir, mais il y a beaucoup de gens raisonnables qui aiment l'Algérie, qui sont légalistes. Ces gens-là vont s'exprimer et c'est comme ça qu'on va marginaliser les radicaux du régime. Le ballon et la balle, elle est au sein de l'opposition. C'est à l'opposition de s'organiser. Le régime est malade et on ne peut l'enterrer parce que ce régime né en 62, il est mort-né. Un régime qui interdit la politique, c'est comme un nouveau-né à qui on interdit l'oxygène. En interdisant la politique au peuple algérien, le régime est mort-né. La question qui se pose, comment faire pour l'enterrer? On ne peut l'enterrer que si on s'organise. Si on se déchire entre nous, on n'enterrera jamais le mort. Il va falloir qu'on s'organise. Restez avec nous, Abdelhak Sarrab. Restez, parce qu'on me dit qu'on a Badr Din Guelfa qui est avec nous encore une fois. Si Badr Din, marhaba bik, bonsoir. السلام عليكم تحية لكم
كل طاقم ولمتابعي قناتكم. Si Badr el-Din, quand on voit un peu ce qui se passe en Algérie en ce moment, on a vu bien sûr le retour de Tebboune, la signature de la loi de finances par Tebboune et la nouvelle constitution. Si on revient un peu aussi sur l'acquittement de Toufik, le retour de Nazar, on se dit que le régime, il est dans sa logique, dans sa feuille de route. Il est en train de tout faire pour donc essayer d'être là et de contrôler la situation. Il ne veut pas répondre aux attentes des Algériens qui demandent des réformes. Quelle est votre lecture par rapport à la situation que vit notre pays? D'abord, je pense que le régime est dans sa logique, il est tout à fait dans sa logique. C'est un régime qui est au pouvoir depuis 62, donc il essaie de tout faire pour se maintenir. Il y a de gros intérêts en jeu, soit pour lui-même ou pour ses alliés stratégiques en Occident. Donc, pour nous, ce qu'il fait, c'est tout à fait logique. Mais maintenant, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, pour le bousculer, pour continuer à le bousculer, pour l'amener à des négociations ou à des dialogues constructifs pour sauver notre pays de la débandade, de la descente aux enfers. C'est ça la bonne question. C'est pour ça ce que dit M. Serrab, que j'ai écouté un petit peu. Je crois que le problème est dans l'élite politique, l'élite intellectuelle, qui n'arrive pas encore à sortir le grand jeu pour être à la hauteur des espérances de cette révolution, de cette magnifique révolution. Je crois que le peuple algérien depuis février 2019, il a tout donné. Il y a eu des slogans fondateurs de cette révolution. Je crois que c'est à nous de jouer. Sommes-nous à la hauteur de ce rêve populaire ou bien non? Sinon... Donc, en d'autres mots, Badreddine Guelfa, en d'autres mots, vous êtes en train de dire que le problème est en nous, il n'est pas dans le régime, parce que vous pensez que le régime est finissant. Le régime, il est finissant. Badreddine Guelfa, on a perdu, on me dit Badreddine Guelfa. Dommage. Est-ce qu'on a avec nous Maître Belkacem Nait Saleh? Oui. Maître Belkacem, très bien. Maître Belkacem, sur cette question, vous avez entendu, je pense qu'on vous a perdu un petit moment. Abdelhak Sarrab donc, a fait une lecture par rapport à la situation. Il a dit qu'on peut trouver un compromis dont une partie de l'armée peut donc adhérer et aller vers donc, ce changement voulu par le peuple. Mais aussi, de l'autre côté, l'analyse de Badreddine Guelfa qui dit que le problème est en nous. Il n'est pas dans le régime. Le régime, il est dans sa logique, mais il est dans une difficulté et il aura beaucoup de mal à se régénérer ou à se resserrer pour sa continuité. Quelle est votre lecture, donc, Belkacem Nait Saleh? Je vais être clair. Moi, j'entends cette résonance un peu populiste dans le débat et dans le discours. Je l'entends très bien. L'état de la société algérienne, il est incontestablement déplorable. Ses élites, ses pratiques, les valeurs qui régissent, et puis chacun veut prêcher pour sa propre paroisse. Moi, le débat doit être placé, l'Algérie, où elle se situe par rapport aux intérêts et aux privilèges, et à chacun, il essaie d'apporter son clivage. La question pertinente, c'est comment doit-on arriver à jeter les partenaires entre une génération post-indépendance au sein de l'institution militaire et les courageux qui vont à l'encontre des courants généralisés pour essayer de bâtir un projet de partage de pouvoir par l'intermédiaire d'un compromis historique. Nous parlons d'une institution qui a son orgueil, qui a constitué et qui ne veut pas et qui connaît les limites
de tout ce débat et l'état de la société, parce qu'elle fait de la politique. Et comme elle n'a pas cette fois-ci de solution au problème, et qu'il y a toujours cette irruption de l'élément majeur qui est le peuple, je dirais qu'il y a panique. Mais le pouvoir réel fait de la politique. Par contre, au sein de l'élite, entre guillemets, ou ces boutiques de politicards, ces associations et j'en passe des meilleurs, ils n'ont pas de vision. Et le pouvoir réel ne veut pas faire dans l'aventurisme. Il faut être conscient. Nous parlons, je vous dis, je vous répète pour la énième fois, nous parlons d'un pays, nous parlons d'un État qui a son histoire. ولكن Maître Abdelkassim Naït Saleh, quand vous parlez de l'aventurisme, est-ce que vous pensez aussi que c'est le régime qui est dans l'aventurisme quand on emprisonne des figures politiques, quand on dénigre des personnalités historiques? Est-ce que vous pensez que ces pratiques peuvent nous amener à un terrain où on peut pratiquer même de la politique? Absolument. Le pouvoir a fait par ses interpellations, par ses manières, il a fait de la politique. Par contre, le Hirak, dans son ensemble, n'a pas fait de politique. On est rentré dans les clivages. On a essayé de taxer X et Y et on a parlé de tout. Quand je parle de vision, qui a une vision claire? Personne n'a une vision claire. Si il y a une vision claire, tout le monde va la dénigrer. Maintenant, il appartient, et je dirais là où je vous rejoindrai, le pouvoir réel a cette responsabilité, il a l'initiative, il peut prendre l'initiative et jeter les passerelles. Parce que l'état de délabrement de 20 années de bouteflikaisme, et j'en passe, et des meilleurs, a fait qu'il n'y a pas, même au sein de la société, il y a des clivages idéologiques, culturels, et ça n'en finira jamais. Le pouvoir réel a l'initiative, peut prendre l'initiative et jeter les passerelles, il peut faire des propositions, il peut essayer de sortir de cette logique du choc de 92. À partir de là, nous pouvons construire. Mais la base et le fondement réel, c'est les fondamentaux d'un compromis historique. Sans ces fondamentaux, nous allons tourner au rang alors que la crise économique, la crise politique et sociale ne va pas attendre les Algériens. Je vous dis que j'entends des fois intervenir et dire personne n'a de vision claire. Ils ne savent même pas, tout le monde parle d'INIG, puis on parle des causes. L'Algérie attend une urgence essentielle, c'est comment s'en sortir de ce marasme dont nous vivons. Comment s'en sortir? C'est ça le vrai problème. Alors, de grâce, moi j'entends des fois des résonances politiciennes et populistes qui ne serviront pas le peuple algérien, ni l'État algérien, ni l'Algérie en entier. Très bien. Merci à vous, Maître Abdelkassim Naït Saleh. Le dernier mot de la fin, Dr Abdelhak Sarraj. L'armée fait le pouvoir réel. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, juste une précision pour répondre au dernier intervenant, M. Naït Saleh. Le pouvoir fait de la politique juste pour interdire la politique. Quelle politique il a fait depuis 62, mis à part nous conduire vers la faillite? M. Naït Saleh reproche au peuple de ne pas avoir de vision. Mais un peuple à qui on a interdit la politique pendant 58 ans, qu'est-ce que vous attendez de lui, M. Naït Saleh? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes tous responsables. Il y a une situation urgente. Et devant une situation d'urgence, il faut des actes urgents. Et par conséquent, le pouvoir doit comprendre qu'en interdisant la politique aux Algériens, il a interdit l'oxygène à la société algérienne. Il nous a étouffés. Et il va falloir qu'il arrête. Parce que si on s'étouffe, on va s'étouffer tous. Et on va le payer très cher. Donc il faut qu'il arrête. 2, l'opposition doit s'organiser. Il n'y a plus de lutte idéologique, ni de clivage. Nous devons aller vers une conférence fédératrice et inclusive. Voilà mon dernier mot. Merci à vous, Dr Abdelhak Sarraj. Merci à vous, Dr Abdelhak Sarraj, qui était avec nous depuis donc, la France via Skype, médecin analyste politique. Merci, Maître Abdelkassim Naït Saleh, avocat militant des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Oran. Merci aussi à notre confrère Karim Kbir, journaliste qui était avec nous depuis Alger, et Badreddine Gerfa, qui est ex-cadre du FIS, qui était avec nous depuis Annaba. On s'excuse donc pour ces
coupure avec nos invités, problème de connexion. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. L'émission fait le elle va suivre cette émission. وبقوا على خير.